L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Donc bonjour Xavier Bertrand, bonjour Gilles, on est ravis de vous accueillir ce matin pour cette matinée spéciale sur Radio Classique puisque nous accueillons évidemment vous-même, puis tout à l'heure Najat Vallaud-Belkacem et Marine Le Pen pour réagir à l'intervention d'hier soir. Alors on va vous demander évidemment si vous souhaitez briguer la présidence de l'UMP, mais le suspense va rester entier pendant encore 10 minutes. Je voudrais savoir globalement comment avez-vous trouvé François Hollande hier soir? Est-ce que le normal n'est pas devenu combatif ou est-ce que tout ça est une illusion pour vous? Oui, vous avez raison, votre formule est bonne. Illusion, je crois. Moi, je trouvais très décevant. Les Français étaient très inquiets pour cette rentrée. Ils sont encore plus inquiets après cette émission. Parce qu'on voit bien que ce qui nous a été annoncé hier, c'est 30 milliards d'euros de sacrifices et 20 milliards d'euros d'impôts en plus sur ces 30 milliards d'euros. Donc on voit que tous les engagements... C'est ce qu'il appelle le redressement nécessaire jusqu'en 2014, c'est au moment où arrivent les élections. Ça s'appelle faire payer la facture, et faire payer la facture à qui? À l'ensemble des Français. Et moi, ce que je n'aime pas, c'est quand en politique, on n'appelle pas un chat un chat. Ce ne sont pas les plus riches qui vont payer cette facture. C'est l'ensemble des Français, et avant tout les classes moyennes. Il faut qu'ils le reconnaissent. Mais seulement, il ne veut pas aller jusqu'au bout. Il a plus ou moins dit. Ah non. Enfin, il a plus ou moins dit que ça s'adresserait à tout le monde, qu'il y avait un effort pour les Français, pour les entreprises et pour l'État. Non, il a dit 10 milliards. Les Français les plus riches. Mensonge. D'ailleurs, il a été pris hier, au moins à 2 reprises, en flagrant délit de mensonge. Première chose, les plus riches vont payer. Il faut arrêter avec cette fable. La CSG qui va augmenter, et d'ailleurs hier, l'un des vrais scoops de cette émission, c'est la confirmation que la CSG allait augmenter. Elle touche qui? Les plus riches? Certainement pas. Elle touche l'ensemble des Français. Le gel du barème de l'impôt sur le revenu, ça semble compliqué, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'impôt... Non, mais le terme peut sembler technique, mais seulement ça veut dire très clairement que l'impôt sur le revenu, pour ceux qui payent, va encore augmenter l'an prochain. Ça concerne tous les et qu'ils avaient dénoncé en disant quel scandale, regardez, alors qu'en définitive lui qui nous avait dit les impôts des classes moyennes et des classes populaires n'augmenteront pas, monsieur Hollande, il a menti. Parce que ce sont eux qui sont les plus visés. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de classes moyennes et de classes populaires qu'il n'y a de riches, et que de parler des riches en permanence, ça fait diversion, mais la réalité, c'est que c'est l'ensemble des Français qui va payer la facture. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même, globalement, je dirais un discours de vérité, un discours même de courage, en disant, bah voilà, aujourd'hui on est un peu au pied du mur, et donc, même si vous étiez resté aux affaires, les 33 milliards, il aurait fallu les trouver, et il y aurait eu sans doute hausse d'impôts aussi pour les particuliers et les entreprises, honnêtement. Notre politique et la leur, ça n'a rien à voir. Parce que le vrai courage, Gilles Leclerc, c'est pas d'augmenter les impôts, tout le monde sait le faire. Le vrai courage, c'est de baisser les dépenses. Alors c'est vrai, quand vous baissez les dépenses... Il y a 10 milliards de dépenses, 10 milliards une sur stabilité des effectifs dans la fonction publique. 10 milliards sur 30 milliards, à peine un tiers. C'est avec ça que vous allez redresser la France? Certainement pas. Ça, c'est du saupoudrage pour essayer de faire de peine à personne. Voilà la réalité de M. Hollande. Le courage n'est pas dans son ADN. Et le courage en politique, c'est ce qu'il faut surtout dans des temps difficiles. Alors on fait du saupoudrage, on dit qu'il y a 10 milliards d'euros sur les dépenses, il y a 10 milliards d'euros pour les entreprises, 10 milliards d'euros sur les plus riches. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est aller beaucoup plus loin sur la réduction des dépenses de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités locales. Il veut qu'on s'en sorte, oui ou non? Alors si c'est oui, il faut qu'il fasse preuve de courage. Et s'il faisait preuve de courage, là, dans ces conditions-là, si c'est l'intérêt général, si c'est l'intérêt national, je suis prêt à regarder les mesures. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui... Donc ce matin, vous n'y croyez absolument pas? Absolument pas. Parce que là, c'est du saupoudrage. C'est du saupoudrage. Et je vous le dis en plus, il y aura d'autres sacrifices à venir. Les prévisions de croissance, il a dit on va réduire à 0,8. Tous les économistes nous disent que l'an prochain, hélas, il y aura moins encore. Donc là, c'est aujourd'hui une première lame, il y en aura une deuxième. Mais je voudrais dire que sur cette... Nous avons plein de questions. Vague de sacrifices, là, aujourd'hui. Vous savez pourquoi elle est si importante? Parce que M. Hollande en est responsable. Ce qui s'est passé pendant l'été, notamment la remise en cause des avantages sur les heures supplémentaires, ça, c'est ce qui aggrave la crise que Ça a nous connaissons. récupéré quand même 5 milliards. Mais attendez, mais ils étaient où les 5 milliards? Dans la poche des Français qui faisaient des heures supplémentaires. Et vous leur avez enlevé donc du pouvoir d'achat.
Or, ce pouvoir d'achat, il était indispensable pour la consommation et la croissance. Oui, mais son Il a dit raisonnement, c'est de dire que c'est ça ou les emplois. Donc, eh ben, moi, je vais vous dire une chose, il vaut mieux avoir de l'argent dans la poche des Français pour qu'ils puissent consommer, on a parce plein que de c'est questions. bon pour Xavier la Bertrand, croissance. on a plein de questions. On les prend les unes après les autres. D'abord, est-ce que vous croyez à cette idée que la courbe du chômage, qui est un problème qui existe depuis des années, hein, soyons honnêtes, et est-ce que vous croyez qu'elle peut être inversée il n'a pas dit baisse, mais inversée d'ici 1 an? Pas avec les mesures que prend le gouvernement. Il faut une stratégie globale sur l'emploi. Et ce ne sont pas aujourd'hui les mesures qui sont annoncées qui vont changer quoi que ce soit. Et quand vous cassez la croissance, comme ils l'ont fait pendant l'été, vous payez forcément la facture en termes d'emploi. Monsieur Sapin est en train de nous habituer aux choses en disant on franchit les 10%, on franchit les 3 millions de chômeurs. On n'a pas besoin d'un commentateur des chiffres du chômage. On a besoin d'acteurs politiques qui comprennent que c'est le problème numéro 1 dans notre pays et qu'il faut se battre par tous les moyens pour faire reculer Mais le souvenez-vous chômage. qu'à Châlons-en-Champagne, il avait dit qu'il ne réexhumerait pas le passé, c'est-à-dire vous. Et en fait, hier, il est un peu revenu sur cette idée-là. C'est très bien vu de votre part. C'est-à-dire, il a On quand même pensait expliqué que les l'antisarkozysme- chiffres... On pensait que Il avait hérité l'antisarkozysme quand même était d'une situation... oublié. Il l'a quand même dit d'une manière subliminale. C'est-à-dire, il a dit on a hérité d'une situation calamiteuse. Je pensais qu'à Châlons-en-Champagne, il avait découvert la crise, Châlons-en-Champagne. Et après, je ne sais pas entre 2008 et 2012 où était M. Hollande, parce qu'on ne parlait que de la crise partout dans le monde. Donc à Châlons-en-Champagne, il la découvre, et il a l'air de dire « je vais assumer mes responsabilités ». Et là, hier, le retour de l'anti-sarkozysme. Le pauvre, que ferait M. Hollande s'il n'y avait pas l'anti-sarkozysme? Or, cet anti-sarkozysme aujourd'hui, il est pathétique de sa part. Et il est décalé. Et les Français vous disent aujourd'hui, mais qu'il laisse Sarkozy. Sarkozy n'est plus président. C'est Hollande qui est président. Qu'il assume ses responsabilités, monsieur Hollande. Il y a des problèmes, qu'il apporte ses solutions. Et qu'il ne se retranche pas en permanence derrière la fameuse rengaine. C'est pas moi, c'est les autres qui n'ont pas bien géré. Ça va bien, ça va bien. Le coup de l'héritage, il aura du mal à nous le faire pendant 5 ans. De l'UMP, quand vous avez entendu 2014 le redressement, c'est quand même une manière, Gilles va revenir aussi sur ce sujet, de vous dire, finalement, tout ça est aussi une machine politique. C'est-à-dire puisque vous avez dit que l'objectif de l'UMP, c'était les municipales, les européennes et les autres élections, 2014 le redressement, c'est une manière aussi de vous défier. Oui, c'est aussi une façon pour lui de dire, vous savez, ça ira mieux après. Ça ira mieux après. Non, les Français, eux, sont à regarder chaque jour si le gouvernement fait réellement des efforts courageux et si, oui ou non, il dit la vérité. Ce président ne dit pas la vérité. Voilà pourquoi il n'inspire pas aujourd'hui confiance. On le voit dans les sondages dans lesquels il est en chute libre. Il paye la facture de ses promesses électorales auxquelles il ne croyait pas d'ailleurs et de l'absence de vérité aujourd'hui. Gilles Leclerc. Cela dit, Xavier Bertrand, François Hollande a pris des engagements, il a pris des risques en disant que ça irait mieux dans 2 ans, y compris dans 1 an pour le chômage. Faisons un pari, imaginons que ça marche. Vous êtes certain que de toute façon, c'est irréalisable, c'est ça que vous dites ce matin? Dans un ménage qui dépense trop et qui est en déficit, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir votre patron lui demandant une augmentation de salaire ou vous réduisez les dépenses? Vous réduisez les dépenses. Vous avez la réponse en général pour l'augmentation de salaire. Hein. Donc, dans ces conditions-là, s'il ne fait pas la même chose que ce que fait un chef de famille, ce que fait un chef d'entreprise, ça ne peut pas marcher. Et c'est pas parce qu'il est de gauche et que je suis de droite. C'est tout simplement une règle universelle. Mais pour ça, il faut tout simplement qu'il change le logiciel. Vous dites que dans 2 ans, ce sera moins grave, plus grave, ou au fond, grave. La situation va s'aggraver. Et ça ne me fait pas plaisir pour mon pays. Mais c'est tout simplement parce que vous avez aujourd'hui une situation dans laquelle le président de la République n'a certainement pas l'électorat ou les partenaires pour mettre en œuvre les réformes dont ce pays a besoin. Voilà la réalité. Et moi, ce que je n'aime pas, mais alors plus que tout, c'est un homme politique qui ne dit pas la vérité. Le flagrant délit de mensonge sur les impôts et sur les Roms. Je voudrais insister sur ce point. Ça semble être passé un peu inaperçu hier. Mais le flagrant délit de mensonge sur les Roms, il dit maintenant qu'il faut engager des discussions avec la Roumanie, voilà, pour justement discuter pour un retour en Roumanie des Roms ou qu'ils les gardent dans leur pays. Quand on avait fait ça, on avait entendu les pires déclamations de la part de la gauche. Mais il fait le contraire, M. Hollande. Il nous dit hier soir qu'il faut envisager un retour en Roumanie, alors qu'il a ouvert pendant l'été le marché du travail aux Roms, avec les difficultés que l'on connaît aujourd'hui. Il fait tout et son contraire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout dans des périodes de crise, on a besoin d'hommes politiques courageux et qui assument leurs choix. Ça n'est pas le cas. Bernard Arnault hier, surtout, on a un président qui a dû faire Premier ministre
parce qu'il y a une vacance du pouvoir à Matignon. Hier, les annonces étaient celles normalement d'un Premier ministre, voire de certains ministres. Vous voulez dire que vous avez interprété le discours d'hier comme une mise en garde adressée à Jean-Marc Ayrault? C'est un peu ce que faisait Nicolas Sarkozy. Et qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu comme remarque? Sauf que lui avait dit qu'il ferait tout le contraire. En définitive, je crois que ce n'est pas un collaborateur, a dit François Hollande hier. Bien sûr, et il a fait exactement le contraire. Exactement le contraire. Je pense que l'émission d'hier a dû être douloureuse pour M. Ayrault, qui a compris qu'il a un problème d'autorité, M. Ayrault, sur l'appareil gouvernemental. Et hier, la mise en garde la plus importante, la plus sévère, n'était pas vis-à-vis des ministres. Elle était pour le Premier ministre. Bernard Arnault a dit hier qu'il restait en France et qu'il assumerait ses devoirs fiscaux, mais l'affaire de sa double nationalité avec la Belgique a fait couler beaucoup d'encre. François Hollande, d'ailleurs, n'a pas surréagi hier soir. En revanche, à gauche et ce matin dans Libération, les titres peuvent être parfois mordants. Qu'est-ce que vous tirez comme conséquence de cet événement ? Que les entrepreneurs qui réussissent... Et après, Gilles reviendra sur la présidence de l'UMP. Que les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas les bienvenus en France pour le gouvernement socialiste. Voilà la leçon que je retire de tout cela. Bernard Arnault, hier, il était important, très important qu'il précise qu'il continuerait à payer ses impôts, tous ses impôts, en France. Parce que du coup, ça fait rebaisser la pression de tout ce que l'on a pu entendre. Et c'était important, moi aussi, que je l'entende. Pour le reste, on le voit bien. Vous parliez tout à l'heure, Gilles Leclerc, de faire baisser le chômage. Comment un gouvernement peut faire baisser le chômage quand il ne fait pas confiance aux entrepreneurs, quand il ne fait pas confiance aux entreprises? Ce ne sont pas les hommes politiques qui créent les emplois, ce sont les chefs d'entreprise. Eh bien, dans ces conditions-là, tout le discours que l'on entend, tous les actes que l'on a eus pendant l'été contre les entrepreneurs, contre les entreprises, vous croyez que ça donne envie de venir ou de s'installer? Ça s'est pas un peu modifié ce discours-là vis-à-vis des entreprises? On l'a entendu Jean-Marc Ayrault au MEDEF, etc. Il y a eu quand même des signes. J'étais à 8 au MEDEF. J'étais aussi au MEDEF. Oui, mais c'est pas la quantité qui fait la force ou la qualité du message. Absolument pas. Moi, j'ai vu des chefs d'entreprise désabusés qui nous disaient très clairement, ils ne nous font pas confiance. Et ils sont aussi exigeants à notre égard, en disant, si vous revenez, est-ce que les réformes, vous allez les mener à bout, jusqu'au bout? Et ce message-là, j'ai reçu 5 sur 5. Mais en tout cas, ce n'est pas l'immobilisme qui, en matière d'affaires ou d'économie, a jamais apporté la moindre solution. Juste pour finir, l'UMP, dans quel état est l'opposition, et en particulier l'UMP? Est-ce que vous avez dit d'ailleurs que vous avez réuni les parrainages pour pouvoir prétendre à la présidence de l'UMP? Vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous serez candidat? Ça n'est pas un scoop que l'ancien secrétaire général que je suis, c'est difficile, qui toutes les semaines, depuis quasiment 10 ans, et j'aime ça, j'aime profondément cela, aller à la rencontre des adhérents sur le terrain, d'engager le dialogue, et pu réunir 8000 parrainages. Excusez-moi, c'est pas le contraire. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire? Le contraire l'aurait été. En revanche, cette règle, elle n'est pas simple, et cette règle, elle est d'une certaine façon injuste pour nombre de candidats ou vis-à-vis de nombreux candidats. Et il faudra assouplir cette règle pour les élections futures à la tête de l'UMP, comme il faudra que cette règle n'empêche pas des candidats de talent de pouvoir l'être à la primaire de 2016. C'est cet enseignement-là qu'on devra tirer de l'élection. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez en faire de ces parrainages-là? Pourquoi vous attendez dimanche prochain? Parce que je réunirai notamment cette semaine mes amis, de façon à voir exactement avec eux où nous en sommes et quelle est la logique et le message de fond que je veux porter, quelle est la bonne façon de le faire et éventuellement avec qui. Je ne suis pas le maire de Cauchy-Saumorizet. Je ne suis pas un solitaire, je travaille en équipe. C'est d'ailleurs grâce à tous ces proches que nous avons pu réunir dans ces conditions-là les parrainages. Mais la logique. Le message de Xavier Bertrand à l'égard, par exemple, de François Fillon ou de Jean-François Copé, ce serait quoi la différence? La marque Xavier Bertrand, le premier est très simple et très clair. Très court. L'union. On doit s'opposer au pouvoir socialiste, on ne doit pas s'opposer entre nous. Et la deuxième chose, le P de populaire. Il faut que l'UMP reparle à cette France populaire, c'est-à-dire à l'ouvrier et au chef d'entreprise qui a réussi et qui est fier d'avoir réussi. Les deux en même temps. Et vous savez quoi? C'est comme ça qu'on avait gagné en 2007. Merci beaucoup Xavier Bertrand, donc sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat ce matin. Gilles, nous nous retrouvons demain avec grand plaisir. Dans une seconde, le rappel des titres après Najat Vallaud-Belkacem.